En 2018, sur la base aérienne 709 de Cognac-Château-Bernard, deux avions bleu foncé se posent sur la piste dans un silence presque gênant. Pas de rugissement de réacteur, pas de traînée de chaleur derrière les tuyères. Juste le sifflement régulier d'une hélice à 5 pales qui ralentit doucement. Les mécaniciens présents ce jour-là échangent des regards perplexes. Certains ricanent ouvertement. On leur demande de préparer des hangars pour un turbopropulseur suisse destiné à former les futurs pilotes du Rafale, le chasseur le plus avancé que la France ait jamais construit. Un avion à hélice pour préparer les hommes et les femmes qui piloteront la fierté absolue de l'industrie aéronautique française. Pour beaucoup, cela ressemble à une mauvaise blague. La France est le seul pays en Europe à concevoir, produire et exporter un chasseur polyvalent entièrement national. Le Rafale, c'est un moteur Snecma M88, un radar RBE2 à antenne active, des missiles fabriqués en France, un système de guerre électronique développé par Thales. De la première vis au dernier circuit imprimé, tout est français. C'est un symbole de souveraineté technologique, une preuve que la France n'a besoin de personne pour défendre son ciel. Alors, quand la Direction générale de l'armement annonce officiellement que les futurs pilotes de ce monstre de technologie commenceront leur carrière aux commandes d'un petit avion à hélice fabriqué dans un village suisse de 8000 habitants, la réaction ne se fait pas attendre. Dans les messes des officiers, dans les forums spécialisés, dans les couloirs du ministère, la question revient sans cesse. Pourquoi la France, qui sait tout faire en matière d'aviation militaire, irait-elle chercher un avion d'entraînement en Suisse ? Le pays qui a inventé l'aviation, qui a produit le Mirage, le Mystère, le Super Étendard, qui construit le Rafale, serait-il incapable de former ses propres pilotes avec ses propres machines ? Les critiques les plus acerbes vont encore plus loin. Remplacer l'Alpha Jet, un avion à réaction franco-allemand éprouvé depuis 1979, par un turbopropulseur, c'est comme demander à un futur pilote de Formule 1 de s'entraîner sur un karting à pédales. Mais ceux qui se moquent ne connaissent pas encore les chiffres qui ont poussé l'état-major à cette décision. La situation de la formation des pilotes de chasse français au milieu des années 2010 est devenue critique. Le système repose sur une chaîne vieillissante et ruineuse. Les jeunes recrues commencent à Salon de Provence sur des Cirrus SR20 civils pour apprendre les bases du vol. Ensuite, ils rejoignent Cognac pour voler sur des TB30 Epsilon, des appareils mis en service dans les années 80 dont l'avionique n'a pratiquement pas évolué. Puis direction Tours, où ils montent dans des Alpha Jet pour la spécialisation chasse. Et enfin Cazaux pour la transition opérationnelle, toujours sur Alpha Jet. 4 bases différentes, 4 types d'avions, 4 années complètes de formation. Le coût de cette machine à fabriquer des pilotes est astronomique. Une seule heure de vol sur Alpha Jet revient à 7 800 €. L'appareil, conçu dans les années 70, consomme du carburant comme s'il n'existait pas de lendemain, et ses pièces de rechange deviennent de plus en plus rares et chères. Mais le problème le plus grave n'est pas financier. C'est le gouffre technologique entre les avions d'entraînement et le Rafale. Un jeune pilote qui sort de sa formation sur Alpha Jet et qui monte pour la première fois dans le cockpit d'un Rafale découvre un monde totalement étranger. Les cadrans analogiques ont disparu, remplacés par de grands écrans numériques. Le système OTAS, les liaisons de données tactiques, la fusion de capteurs, rien de tout cela n'existe sur l'Alpha Jet. Le pilote fraîchement diplômé doit tout réapprendre en escadron opérationnel, ce qui prend des mois supplémentaires et mobilise des ressources précieuses. L'armée de l'air française a besoin d'une révolution, pas d'un simple remplacement d'avion, mais d'une refonte complète de son système de formation. Et cette révolution porte un nom de code qui sonne comme une promesse. FOMEDEC, formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse. L'objectif est radical. Fusionner les phases de formation sur Epsilon et Alpha Jet en une seule. Réduire le temps total de préparation de 6 mois et surtout, offrir aux élèves un environnement de cockpit proche de celui qu'ils retrouveront sur Rafale dès le premier jour en escadron. Le cahier des charges est exigeant et très peu d'appareils au monde sont capables d'y répondre. Parmi les candidats, un outsider venu des Alpes suisses va bouleverser toutes les certitudes de l'aviation militaire française. Au pied du mont Pilatus, dans le canton de Nidwald, une petite ville suisse nommée Stans abrite un secret que peu de gens connaissent. C'est ici, à quelques kilomètres du lac des 4 cantons, que naissent les avions qui forment les pilotes de chasse de 9 armées à travers le monde.
L'histoire de cette usine commence le 16 décembre 1939, en pleine montée des tensions en Europe. Émile Georg Burle, un industriel de l'armement et collectionneur d'art, fonde une petite entreprise de maintenance pour les appareils de l'armée de l'air suisse. Le projet initial est encore plus fou que l'entreprise elle-même. Les plans originaux prévoient de construire l'usine directement à l'intérieur de la montagne, pour la protéger d'éventuels bombardements. Finalement, le bâtiment sort de terre au pied du massif, mais l'esprit de cette ambition démesurée ne quittera jamais Pilatus Aircraft. Les premières années sont modestes. L'entreprise assemble des biplans de reconnaissance à partir de pièces détachées et effectue des réparations pour la Flugwaffe suisse. Son premier avion, le SB-2 Pélican, ne vole qu'en 1944 et ne sera produit qu'en un seul exemplaire. Mais Pilatus apprend vite. Dans les années 50, les entraîneurs P2 et P3 entrent en service dans l'armée suisse et y resteront pendant près de 3 décennies. Le véritable tournant arrive en 1959 avec le PC-6 Porter, un appareil à décollage et atterrissage court qui stupéfie le monde de l'aviation. L'année suivante, un Porter se pose à 5500 mètres d'altitude, établissant un record mondial. Ce petit avion robuste, capable d'opérer depuis des pistes sommaires en haute montagne, forge la réputation de Pilatus. Des machines fiables, construites pour les conditions les plus extrêmes. Hollywood elle-même rend visite à cette usine perdue dans les Alpes. En 1964, l'équipe de tournage du film Goldfinger, le 3e opus de la saga James Bond, utilise les installations de Pilatus à Stans comme décor. C'est ici que Sean Connery, dans le rôle de James Bond, est traqué par les hommes d'Auric Goldfinger lors d'une course-poursuite spectaculaire. L'usine d'avions suisse se retrouve ainsi immortalisée sur grand écran, vue par des millions de spectateurs à travers le monde. Mais Pilatus ne se contente pas de figurer dans des films d'espionnage. Au fil des décennies, la gamme d'entraîneurs militaires s'étoffe. Le PC-7 Turbo Trainer, lancé après la crise pétrolière de 1973, devient un succès commercial mondial. Son dérivé amélioré, le PC-9, confirme la position de Pilatus comme référence dans le domaine des avions-écoles à turbopropulseurs. Et puis, en 1997, les ingénieurs de Stans se lancent dans un projet qui va changer l'histoire de la formation militaire aérienne. Leur constat est simple, mais audacieux. Partout dans le monde, la formation d'un pilote de chasse nécessite plusieurs types d'avions différents. Un appareil de base, puis un entraîneur intermédiaire, puis un jet avancé, et enfin, l'avion de combat lui-même. Chaque transition coûte du temps, de l'argent et de l'énergie. Les ingénieurs suisses veulent créer un seul appareil capable de couvrir toutes les phases, du vol élémentaire jusqu'à la simulation de combats complexes. Un turbopropulseur qui se comporterait comme un jet, qui consommerait 5 fois moins de carburant et dont le cockpit ressemblerait à celui d'un chasseur moderne. Le nombre 21 dans sa désignation n'est pas un hasard. Il symbolise le 21e siècle, l'époque pour laquelle cet appareil est conçu. Le premier prototype décolle de Stans le 1er juillet 2002. Les résultats dépassent toutes les attentes. Propulsé par un moteur Pratt & Whitney Canada PT6A68B de 1600 chevaux, couplé à une hélice en graphite à 5 pales, l'avion atteint 685 km/h, une vitesse jamais vue pour un turbopropulseur. Sa vitesse d'ascension, ses caractéristiques à basse altitude, tout évoque un réacteur plutôt qu'un avion à hélice. Les sceptiques commencent à se taire. Mais le programme connaît aussi sa part de tragédie. Le 13 janvier 2005, le deuxième prototype, immatriculé HBHZB, s'écrase lors d'un vol d'entraînement acrobatique à Buox. Le pilote est tué sur le coup, une personne au sol est blessée. L'industrie aéronautique retient son souffle. Si l'enquête révèle un défaut de conception, c'est la fin du PC-21. Les semaines d'investigation qui suivent sont tendues. Finalement, les experts concluent que l'appareil n'est pas en cause. Le programme reprend. Les premiers exemplaires de série prennent leur envol dès juillet 2005 et la certification complète pour le vol aux instruments est accordée en décembre 2006. Singapour devient le premier client en commandant 19 appareils. La Suisse suit avec ses propres machines. Puis le Moyen-Orient s'intéresse aux produits. Les Émirats arabes unis passent commande de 25 exemplaires. L'Arabie saoudite en achète 55. Le Qatar en acquiert 24. L'Australie signe pour 49 unités.
En quelques années, le PC-21 s'impose comme la référence mondiale des entraîneurs militaires, avec plus de 270 appareils vendus à 9 forces aériennes. Et pendant ce temps, à Paris, les stratèges de l'armée de l'air française observent attentivement ce qui se passe chez leurs voisins helvétiques, où les pilotes passent directement du PC-21 au FA-18 Hornet sans étape intermédiaire. Les échanges entre pilotes français et suisses se multiplient dès le début des années 2010. Des officiers de l'armée de l'air se rendent régulièrement en Suisse pour observer le cursus helvétique, et des PC-21 suisses atterrissent parfois sur des bases françaises pour des démonstrations. Ce que les Français découvrent sur place les impressionne profondément. Les jeunes pilotes suisses quittent le cockpit du PC-21 et montent directement dans celui du FA-18 Hornet, sans phase de transition intermédiaire. Pas de jet d'entraînement entre les deux, pas de mois perdus à se réadapter. Le fossé technologique entre l'appareil école et le chasseur a tout simplement disparu. Les états-majors français comprennent que ce modèle peut résoudre leur propre crise de formation. En avril 2015, la Direction générale de l'armement publie une demande de présollicitation pour le programme FOMEDEC. Le cahier des charges est clair. Il faut un appareil unique capable de remplacer à la fois le TB30 Epsilon et l'Alpha Jet. Un système de formation complet intégrant simulateur au sol et outils numériques. Et surtout, un cockpit dont l'avionique se rapproche de celle du Rafale. L'appel d'offres officiel suit en septembre de la même année. Plusieurs constructeurs répondent, mais le PC-21 présente un avantage décisif que personne d'autre ne peut égaler, son système de simulation embarqué. Cette technologie, baptisée ETS pour Embedded Training System, est unique au monde. En plein vol, le PC-21 peut simuler le fonctionnement complet d'un système d'armes de chasseur. Le radar affiche des cibles virtuelles sur les écrans. Le pilote peut effectuer des tirs simulés de missiles air-air et air-sol, larguer des bombes fictives, déclencher le canon. Des menaces de défense antiaérienne apparaissent sans prévenir. L'instructeur installé dans le siège arrière contrôle tout en temps réel. Il génère des avions ennemis fantômes, programme des pannes imprévues, dégrade progressivement les instruments pour tester la réaction de l'élève. Et la configuration choisie par la France pour ce système ne ressemble à aucune autre au monde. Les écrans, les modes de combat, l'interface homme-machine, tout est calqué sur le Rafale. Le stagiaire français qui regarde ses instruments à bord du PC-21 voit exactement ce qu'il retrouvera le jour où il s'installera dans le cockpit du chasseur d'assaut. Le contrat est signé le 30 décembre 2016, mais sa structure surprend les observateurs. La France ne va pas acheter ces PC-21, elle les loue. L'accord est conclu avec Cognac Formation Aéro, une co-entreprise baptisée FR21, détenue par deux partenaires, Babcock France qui assure la maintenance et la logistique, et Dassault Aviation, le constructeur du Rafale lui-même. Ce détail est révélateur. L'entreprise qui fabrique le chasseur le plus sophistiqué de France participe activement au programme de formation sur un avion suisse. Si Dassault considérait que le PC-21 n'était pas à la hauteur, jamais cette collaboration n'aurait vu le jour. 17 appareils sont commandés dans un premier temps. Les livraisons débutent avec les 2 premiers exemplaires qui se posent à Cognac fin août 2018. Leur apparence ne passe pas inaperçue. Contrairement aux avions gris ou blancs habituels de l'armée de l'air, les PC-21 français portent une livrée bleu foncé avec des bandes grises sur l'empennage. C'est le seul avion de toute la flotte française à arborer cette couleur. Un choix esthétique délibéré qui marque la rupture avec l'ancien système et donne au PC-21 une identité visuelle immédiatement reconnaissable. À l'intérieur, le cockpit confirme la révolution annoncée. 3 grands écrans couleur à cristaux liquides occupent le tableau de bord. Au centre, l'écran principal de vol. De chaque côté, 2 écrans multifonctions affichent les données tactiques, la navigation et la gestion des systèmes. Au-dessus, un affichage tête haute projette les informations essentielles directement dans le champ de vision du pilote. Le tout obéit au principe OTAS. Les mains du pilote ne quittent jamais la manette des gaz et le manche, chaque commande critique étant accessible du bout des doigts. Dans tout ce déploiement de technologie numérique, un seul cadran analogique subsiste, l'indicateur de trim. Un vestige presque symbolique du monde ancien. Les 15 appareils restants arrivent avant le début de l'année 2019.
La base de Cognac se transforme. De nouveaux bâtiments sortent de terre pour accueillir les simulateurs de mission complets fournis par la société canadienne CAE. 2 simulateurs pleine mission sont installés dans un premier temps, accompagnés de simulateurs simplifiés et de systèmes de formation assistés par ordinateur. Le rapport entre vol réel et simulation est soigneusement calibré. 60% du temps en l'air, 40% sur les machines au sol. Cette proportion permet de réduire considérablement les heures de vol nécessaires tout en multipliant les situations d'apprentissage, car sur simulateur, on peut reproduire des pannes mortelles et des scénarios de combat qu'il serait impossible ou trop dangereux de recréer en conditions réelles. La première promotion de stagiaires débute sa formation théorique le 29 avril 2019. Les retours sont immédiats et unanimes. Les instructeurs, dont beaucoup ont volé pendant des années sur AlphaJet, reconnaissent que le saut qualitatif est considérable. Les élèves pilotes découvrent dès leurs premières heures de vol des notions tactiques qui, dans l'ancien cursus, n'étaient abordées qu'après leur arrivée en escadron opérationnel. Interception simulée, engagement air-sol, gestion des liaisons de données entre appareils en réseau, tout cela fait désormais partie de la formation de base à Cognac, bien avant le premier contact avec un Rafale. Le succès du programme FOMEDEC dépasse toutes les projections initiales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le coût de formation d'un pilote de chasse passe de 700 000 € à environ 400 000 €, soit une réduction de près de moitié. L'économie annuelle globale atteint 110 millions d'euros. 6 mois sont gagnés sur la durée totale du cursus. Mais au sein de l'état-major, une question persiste. Pourquoi conserver encore l'AlphaJet pour la dernière phase de transition opérationnelle à Cazaux, alors que le PC-21 a démontré sa capacité à couvrir l'ensemble du spectre de formation? Le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air, tranche en faveur d'une réforme encore plus radicale. Le projet porte le nom de Mentor. Son ambition est de supprimer définitivement la phase de Cazaux sur AlphaJet et de la remplacer par une phase complémentaire à Cognac, toujours sur PC-21. Pour cela, 9 appareils supplémentaires sont commandés en 2021. Mais ces nouvelles machines ne sont pas de simples copies des 17 premières. Elles représentent le standard le plus avancé jamais livré par Pilatus. 2 capacités inédites les distinguent de leurs prédécesseurs. La possibilité d'emporter des réservoirs de carburant additionnels sous les ailes, ce qui allonge considérablement la durée des missions d'instruction, et un dispositif de vision nocturne intégré. Cette dernière innovation est stratégique, car elle permet aux élèves de se familiariser avec le vol de nuit opérationnel dès l'école de chasse. Une compétence qui jusqu'alors n'était acquise qu'en escadron, mobilisant des avions de combat et des instructeurs expérimentés pour une tâche purement pédagogique. Les premiers de ces 9 appareils arrivent à Cognac fin 2022. Un 3e simulateur de mission complet rejoint les 2 installations existantes, augmentant significativement la capacité d'entraînement synthétique de la base. Avec 26 PC-21 désormais en service, la France consolide sa position de 2e opérateur européen, juste derrière la Suisse, et 8e client mondial de l'appareil. La conséquence la plus symbolique du projet Mentor est la disparition de l'AlphaJet du cursus de formation. Cet avion franco-allemand, né d'une coopération entre Dassault Breguet et Dornier dans les années 70, avait formé des générations de pilotes pendant plus de 4 décennies. Son dernier vol d'instruction a lieu sur la base de Tours le 5 juin 2020, avant la fermeture définitive de l'école de chasse locale. Les appareils restants sont redistribués. Certains rejoignent la patrouille de France à Salon de Provence, d'autres fournissent des pièces de rechange pour prolonger la vie de la célèbre formation acrobatique. Un jet biréacteur issu de la coopération franco-allemande, remplacé dans sa mission première par un turbopropulseur suisse biplace. Ceux qui avaient ri en 2018 ne rient plus. L'été 2024 offre au PC-21 une scène inattendue. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, l'armée de l'air et de l'espace déploie ses appareils bleu foncé dans un rôle que personne n'avait anticipé pour un avion d'entraînement. La surveillance aérienne au-dessus de la capitale. Les PC-21 patrouillent le ciel parisien, contribuant au dispositif de sécurité le plus vaste jamais déployé en France en temps de paix. Un avion école suisse veillant sur les Jeux Olympiques français au-dessus de la Tour Eiffel et du Stade de France. Le symbole est puissant. La même année, à des milliers de kilomètres de Cognac,
Une autre scène illustre le rayonnement mondial du PC-21. En Espagne, la princesse Léonore, héritière du trône, effectue son premier vol en solo aux commandes de cet appareil dans le cadre de sa formation militaire. L'armée de l'air espagnole a commandé 24 exemplaires pour remplacer ses vieux Casa C-101 et c'est précisément sur cette machine suisse que la future reine d'Espagne apprend à voler. Le PC-21 ne forme plus seulement des pilotes de combat, il forme aussi des têtes couronnées. Le bilan commercial de Pilatus confirme cette domination. Plus de 270 appareils livrés à travers le monde, un demi-million d'heures de vol accumulées sans défaut structurel majeur, des contrats sur 4 continents. De Singapour à l'Australie, de la Jordanie au Qatar, des forces aériennes au profil radicalement différent convergent toutes vers la même conclusion. Pour former un pilote de chasseur moderne, rien ne surpasse ce turbopropulseur né dans les Alpes suisses. Chaque jour, environ 150 stagiaires et une centaine d'instructeurs se croisent sur la base aérienne de Cognac. 3 escadrilles se partagent la flotte de 26 appareils. Le IV-1-13 Artois, le IV-2-12 Picardie et le FIP-1-11 Roussillon. 30 futurs pilotes de l'armée de l'air, 10 de la marine nationale destinés au pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle, 10 navigateurs officiers système d'armes et 10 instructeurs sortent chaque année de ce creuset. Et tous, sans exception, passent par le même chemin, le cockpit bleu foncé du PC-21. La formation se déroule en 2 phases distinctes. La première, baptisée basique, pose les fondations. Navigation, vol en formation serrée, voltige, gestion des pannes. La seconde, appelée advanced, plonge les élèves dans la tactique de combat. Interception à vue, engagement au-delà de la portée visuelle, délivrance d'armement air-sol, tir canon simulé en piqué. Mais la frontière entre ces 2 phases s'estompe grâce à une capacité que l'ancien cursus ne pouvait même pas envisager. En vol, l'instructeur assis en place arrière peut connecter plusieurs PC-21 entre eux en réseau tactique. Les appareils partagent alors leurs données en temps réel, exactement comme le font les Rafales et les Mirage 2000 en mission opérationnelle. Les élèves apprennent à lire une situation tactique sur leurs écrans multifonctions, à coordonner leurs manœuvres avec un ailier situé à des kilomètres de distance, à réagir à des menaces qui apparaissent simultanément sur plusieurs secteurs. Cette capacité de mise en réseau, qui constitue le cœur de la supériorité aérienne moderne, est désormais enseignée dès l'école de chasse. Le corps humain du stagiaire est lui aussi préparé pour la suite. Lors des manœuvres de combat, le PC-21 soumet ses occupants à des facteurs de charge allant de -4G à +8G. Ces valeurs sont pratiquement identiques à celles que le pilote rencontrera aux commandes du Rafale. Le système anti-G intégré à la combinaison de vol se déclenche automatiquement pour empêcher la perte de connaissance lors des virages serrés. Les sièges éjectables Martin Baker Mark 16L de type 00 garantissent l'évacuation d'urgence à n'importe quelle altitude et à n'importe quelle vitesse, y compris au sol, à l'arrêt complet. Le cockpit pressurisé, équipé de son propre générateur d'oxygène embarqué, permet de monter jusqu'à 11 580 mètres d'altitude. L'élève ne vole pas sur un avion-école confortable et permissif. Il vole sur une machine qui exige de lui la même rigueur physique et mentale qu'un chasseur opérationnel. Lorsque le stagiaire quitte Cognac avec son brevet en poche, 2 destinations l'attendent. L'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine, pour ceux qui rejoindront les unités équipées du chasseur d'assaut, ou l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France pour les futurs pilotes de Mirage 2000. Dans les 2 cas, le témoignage des commandants d'escadron est unanime. Les jeunes pilotes formés sur PC-21 arrivent avec un niveau de maîtrise des systèmes numériques et de la gestion tactique qui n'existait tout simplement pas avec l'ancien cursus. Le temps nécessaire pour les rendre opérationnels en escadron a été réduit de plusieurs mois. Ce ne sont plus des débutants qui découvrent un monde inconnu en montant dans le Rafale. Ce sont des aviateurs déjà familiers avec son langage. La France fait partie d'un club extrêmement restreint de nations capables de concevoir intégralement un chasseur de supériorité aérienne. Les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. Contrairement à l'Eurofighter Typhoon, fruit d'un consortium de 4 pays européens obligés de négocier chaque boulon, le Rafale est souverainement français. Son existence même prouve que la France possède la base industrielle, le savoir-faire et la volonté politique nécessaire pour rester une puissance aérienne de premier rang. Mais cette même France a fait un choix que certains jugent paradoxal
et que d'autres considèrent comme la marque d'une intelligence stratégique supérieure. Elle a reconnu qu'un petit constructeur suisse de 3000 employés, installé au pied d'une montagne alpine, avait conçu le meilleur système de formation au pilotage de combat au monde. Et plutôt que de gaspiller des milliards à développer un appareil national qui n'aurait jamais atteint ce niveau d'excellence, elle a choisi de concentrer ses ressources là où elles comptent vraiment, sur le Rafale et sur les hommes et les femmes qui le pilotent. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un commentaire pour me dire quel aspect du PC-21 vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air pour soutenir ce type de contenu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre de l'aviation militaire française.